Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 19 décembre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 195 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder rapidement les plus récentes données sur l'inflation au Canada. Donc ce matin, c'était les chiffres de l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Donc je vais élaborer un peu sur ce qu'on voit de ce côté-là. Ensuite, je vais vous parler de l'annonce de la Fed par rapport au taux directeur aux États-Unis. Et en fait, je veux surtout vous parler de l'impact que cette annonce-là a eu sur les marchés boursiers. Donc, depuis mercredi passé, c'est vraiment une tendance à la hausse qui s'est installée. Beaucoup d'optimisme sur le marché. Et je vais terminer l'épisode d'aujourd'hui en vous parlant d'une action, une action qui est cotée sur le TSX, la bourse de Toronto. Et cette action-là a récemment attiré mon attention et je pense que prochainement, je pourrais ajouter cette action-là à mon portefeuille à long terme. Donc, je vais conclure l'épisode là-dessus. Commençons tout de suite avec l'inflation au Canada. Donc, ce matin, on obtenait les données de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, et c'était pour le mois de novembre 2023. Et on a pu voir que l'IPC, elle a augmenté de 3,1%, ce qui est exactement la même augmentation que pour le mois d'octobre. Et 3,1%, c'est sûr que c'est pas mal mieux que l'année passée, parce que je vous rappelle qu'en novembre 2022, l'IPC avait monté de 6,8% sur une base annuelle. Donc c'est sûr qu'à 3,1%, c'est beaucoup mieux. Par contre, il faut comprendre que l'inflation des années précédentes, de 2022, 2021, l'inflation a déjà fait ses dommages au niveau de notre pouvoir d'achat et même avec le ralentissement qu'on voit, encore aujourd'hui, les prix continuent de monter. Il faut savoir que 3,1%, c'est une amélioration vis-à-vis de l'année passée, mais c'est quand même au-dessus du taux moyen d'inflation des 30 dernières années. À ce moment-là, c'était pas mal plus autour de 2% par année. Donc, c'est sûr que là, à 3,1%, on est dans la bonne direction. C'est juste que, à mon avis, l'inflation au Canada, ça pourrait quand même repartir à la hausse au début de l'année 2024. Et ça, je vous dirais que c'est pas mal ma prévision pour l'année prochaine, qui est le plus contraire au consensus des économistes, mais je vois quand même de plus en plus cette possibilité-là se dessiner. Et pour le moment, on voit encore un paquet de grèves dans différentes industries, beaucoup de travailleurs qui revendiquent encore des augmentations, des hausses salariales. Et dernièrement, en fait, la dernière que j'ai vue, c'était dans l'usine d'AgroPure. Donc ça, c'est les producteurs de produits laitiers naturels. Mais de ce côté-là, on s'entend, là, ça s'est réglé assez rapidement. Donc la grève n'aura pas d'incidence sur votre panier d'épicerie pour le temps des fêtes. Par contre, la grève du secteur public, elle se poursuit encore aujourd'hui. Donc on parle ici des enseignants et des employés dans le domaine de la santé. D'ailleurs, à ce sujet-là, les fermetures d'écoles, ça commence à affecter les finances de quelques parents, veut pas. Ces parents-là qui se retrouvent à devoir garder leur enfant à la maison. Des fois, il y en a qui vont shipper ça à leurs parents, mais c'est pas tout le monde qui ont cette possibilité-là. Et je pense que ça touche particulièrement les travailleurs autonomes ou les propriétaires d'entreprises qui peuvent pas faire du télétravail puis qui peuvent pas non plus prendre des congés payés. Et c'est un peu le même principe pour un certain nombre d'enseignants qui doivent se trouver une deuxième job en attendant que les négociations aboutissent. Il faut comprendre qu'une baisse de revenus, autant pour les parents que pour les enseignants, que toutes les personnes en fait qui subissent la grève, une baisse de revenus dans le contexte économique actuel, c'est vraiment pas un bon mix, surtout juste avant le temps des fêtes. Puis tu sais, sans embarquer dans un débat politique, c'est un fait que cette grève-là, du côté du secteur public, ça a un impact sur les finances de beaucoup de personnes et je pense que c'est un point qui est souvent négligé dans toute cette histoire-là.
Donc, je vais conclure sur le volet des grèves, mais grosso modo, les grèves, comme je vous dis, je pense qu'il va en avoir d'autres en 2024. Et les fondements de tout ça, c'est particulièrement du côté de la baisse du pouvoir d'achat qui est directement lié avec l'inflation. Donc, c'est tout à fait normal. On peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'employés, de salariés, de travailleurs qui revendiquent des augmentations de leur salaire juste pour être capable de suivre le coût de la vie. Sinon, si on se penche du côté des marchés boursiers, mercredi dernier, la Fed elle a annoncé qu'elle maintenait son taux directeur à 5,5%. Donc, le taux directeur est resté inchangé. Par contre, ce qui a fait jumper les marchés à la hausse, c'est que la Fed elle a annoncé que la hausse des taux d'intérêt était terminée et que là, il allait amorcer le pivot de leur politique monétaire en 2024. En fait, selon la Fed, selon les membres du FOMC, ils s'attendent à ce que le taux directeur soit autour de 4,75% à la fin de l'année 2024. Donc, autrement dit, ils s'attendent à devoir baisser les taux d'intérêt d'environ 75 points de base au courant de l'année prochaine. Et évidemment, cette annonce-là, ça a créé beaucoup d'euphorie auprès des investisseurs. Beaucoup de monde attendait justement ce signal-là pour reprendre position sur les marchés boursiers. Donc, c'est sûr que mercredi passé, ça a été une journée verte pour le portefeuille de pas mal tout le monde. Et depuis cette journée-là, l'ascension se poursuit. Et un autre effet de cette annonce-là, c'est du côté du pétrole brut. Donc, le prix du baril de pétrole WTI qui est remonté à plus de 73$ US en dedans d'une semaine. Donc, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un sentiment d'euphorie, d'optimisme sur les marchés et que le secteur de l'énergie a déjà recommencé à monter. Donc, c'est ça que je vous parlais la semaine passée. Je voyais une certaine opportunité de ce côté-là. Donc, visiblement, les investisseurs semblent très confiants par rapport à la solidité de l'économie américaine. Et une autre donnée intéressante, c'est du côté des ventes au détail, encore une fois, aux États-Unis. Et on a pu voir en fait une augmentation de 0,3% d'un mois à l'autre. Donc ça, c'était pour le mois de novembre. Et je vous rappelle que du côté des économistes, eux autres, ils anticipaient un déclin de 0,1%. Donc là, avec une hausse de 0,3%, les ventes au détail ont vraiment été beaucoup mieux que ce qu'ils avaient prévu. Et à première vue, ça peut donner l'impression que l'économie américaine se porte bien et que les consommateurs sont encore en mesure de dépenser. Par contre, si on creuse un peu plus, on peut constater qu'il y a une bonne partie des consommateurs qui ont financé leurs achats avec du financement de type Buy Now, Pay Later, comme Affirm, Klarna, Afterpay. C'est en fait des systèmes qui vous permettent d'échelonner le paiement de votre achat sur une certaine durée. Évidemment, ils vont charger des intérêts. Et à noter que 4 Américains sur 10 qui ont contracté un financement de type Buy Now, Pay Later, ils ont déjà au moins un retard de paiement sur ce type de prêt-là. Et je vous rappelle également que les consommateurs américains ils ont accumulé une dette sur leur carte de crédit qui dépasse maintenant 1 trillion de dollars. Et 1 trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. Et là, on parle de dette sur des cartes de crédit à 20% d'intérêt. Donc, oui, la consommation se maintient, mais les achats sont majoritairement financés par de la dette, que ce soit sur des cartes de crédit ou via du Buy Now, Pay Later. Pour beaucoup de gens, c'est la seule manière de continuer de maintenir leur rythme de vie. Pour beaucoup de gens, en fait, c'est que l'épargne qui avait été accumulée pendant les années 2020-2021, ça a carrément été dilapidé dû au fait de l'augmentation du coût de la vie. Et si on retourne du côté des marchés financiers et qu'on regarde la performance des indices boursiers pour 2023, on parle d'une hausse de 20% pour le SP500 depuis le début de l'année, donc 20% de ce côté-là. Et pour le Nasdaq,
l'indice a grimpé de 40% en 2023. Et là, évidemment, l'année n'est pas encore terminée, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, on parle de rendement vraiment impressionnant pour les deux indices boursiers américains. Et je ne peux pas parler des rendements de 2023 sans parler de l'entreprise Nvidia, qui est vraiment probablement l'entreprise clé de la croissance en 2023. Si on regarde les actions de Nvidia, ils ont monté de 245% cette année. Donc en janvier, le prix était de 146$ par action. Et là, Nvidia est rendu à plus de 500$ par action. Et juste pour illustrer un peu le gain que ça donne, disons que tu as investi 10 000$ dans Nvidia le 1er janvier 2023. Ta position est rendue à quasiment 35 000$ aujourd'hui. Donc, c'est un gain qui est énorme. Tu as fait 2,5 fois ton argent. Fait que ta mise initiale. Donc, Nvidia, qui est probablement l'entreprise étoile pour cette année. Tout ça pour dire que ça a été une année vraiment très intéressante pour le rendement en bourse. Et que là, avec la remontée subite des marchés boursiers depuis mercredi passé, les titres reflètent vraiment un fort optimisme de la part des investisseurs. Le marché y anticipe déjà les baisses du taux directeur et les investisseurs pensent également que l'économie américaine va éviter une récession, ce qu'on appelle le fameux soft landing, l'atterrissage en douceur que la Fed souhaitait. Et ce qui est vraiment à ce moment-là le scénario idéal pour tout le monde. C'est-à-dire pas d'inflation, pas de récession, pas de taux d'intérêt élevé, donc toute la meilleure conjoncture pour qu'il y ait une belle croissance économique. Mais c'est sûr que de mon côté, présentement, les actions américaines me semblent gonflées au niveau des prix. Je ne vois pas d'aubaine parmi les titres qui font partie de ma watchlist. Ben, au fait, c'est pas vrai. Là, si je regarde, il y a les actions de Starbucks que je surveille présentement. Il y a eu une baisse de ce côté-là. Et si la chute se poursuit puis que le prix retourne autour de 90$ US, je vais certainement grossir ma position dans Starbucks. Mais autrement, je vois pas d'action en rabais. Je vois pas d'entreprise sous-évaluée par le marché. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça ne répond pas à mes critères d'investissement. Donc, à court terme, je vais rester sur les lignes de côté. Je vais accumuler de l'encaisse et je vais prendre position si jamais il y a une correction ou si jamais il y a une entreprise ou une industrie qui subit une chute. Autrement, présentement, il y a vraiment trop un fort engouement de la part des investisseurs suite à l'annonce de la Fed. Et pour finir l'épisode d'aujourd'hui, comme je vous ai dit au tout début, je veux vous parler d'un titre qui est sur le TSX et qui s'est récemment ajouté à ma watchlist. Et en fait, c'est l'action de Dollarama. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer en quoi consiste cette compagnie-là. Tout le monde la connaît, mais je vais prendre le temps de le faire pareil. Grosso modo, c'est des magasins qui vendent des items vraiment pas chers. Dans le temps, c'était à 1$. Maintenant, avec la hausse des prix, les produits tournent plus autour de 4-5$ et plus. Mais tu sais, l'idée, c'est que c'est un peu comme Walmart, c'est-à-dire que leur avantage concurrentiel, ça tourne autour des bas prix et en ayant des gros volumes d'achat auprès de leurs fournisseurs, ils parviennent à négocier des prix, des costs très bas et c'est de cette manière-là qu'ils parviennent à dégager une marge bénéficiaire qui est très intéressante. Si on regarde du côté de Dollarama, on parle d'une marge d'exploitation autour de 25%, ce qui est excellent dans l'industrie de la vente au détail, surtout avec un modèle d'affaires qui est basé autour des bas prix. Souvent, si ta manière de te démarquer, c'est les bas prix, ben l'envers de la médaille pour ça, c'est de réduire ta marge de profit. Mais dans le cas de Dollarama, ça reste des marges très intéressantes. Mais bref, le prix des actions de Dollarama était autour de 100$ à son sommet il n'y a pas si longtemps que ça. Et là,
suite aux derniers résultats financiers qui ont sorti la semaine dernière, si je ne me trompe pas, ben, le prix a baissé à 90$, ce qui représente une baisse d'environ 10%, et ça s'est passé en quelques jours. Et c'est pas que les earnings étaient mauvais, au contraire, c'est juste que il y a certains analystes qui ont retiré leur recommandation d'achat pour le titre de Dollarama. Et la principale raison derrière ça, c'est que les analystes ils pensent que dans les prochains trimestres, la croissance des ventes va être inférieure à la croissance de cette année. Et l'idée derrière ça, c'est que en 2022 et en 2023, il y a eu une augmentation fulgurante du côté des revenus, des ventes de l'entreprise. Et là, on s'attend que la croissance ralentisse. Et l'autre argument de la part des analystes, c'est qu'ils pensent que les investisseurs pourraient commencer à faire un réajustement de leur portefeuille, c'est-à-dire venir ajuster la pondération dans certains titres pour mieux, en fait, s'exposer à un retour d'une croissance économique. Autrement dit, eux autres, ils pensent que les investisseurs ils vont commencer à délaisser les titres non cycliques, donc les actions défensives, un peu comme Dollarama justement, et davantage opter pour des titres de croissance. Donc, que ce soit dans des titres de dépenses discrétionnaires, technologiques, etc. Donc, à ce moment-là, si les gens vendent ce type d'action-là, nécessairement, il y aurait une baisse du côté de Dollarama. Mais de mon côté, je considère que, bien évidemment, dans les 2 dernières années, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, là, les deux combinés ensemble, ça a mis de la pression sur les finances personnelles des gens. Et en réaction à ça, les consommateurs se sont dirigés vers des magasins à bas prix comme Walmart, Dollarama et également les épiceries comme Maxi. Donc c'est pour ça que Dollarama et d'autres entreprises similaires ont profité d'une augmentation considérable du côté de leurs revenus et de leurs profits. Et c'est ça qui a poussé également l'action à la hausse. Donc, quand on a une forte croissance des ventes, puis que le bénéfice par action augmente aussi, bien, ça pousse la valeur de l'action vers le haut. Et je vous rappelle qu'en 2 ans, le prix des actions de Dollarama a monté de 65%. Donc, dans le monde de l'investissement, 65% en 2 ans, c'est phénoménal. Donc, c'est sûr que présentement, il pourrait y avoir un ralentissement de cette croissance-là. Par contre, en ce qui concerne la prochaine année, de mon côté, je ne vois pas pourquoi les gens commenceraient à délaisser les magasins à bas prix. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un changement tout de suite d'habitude de consommation, de chercher des produits à bas prix, parce que même si le taux d'inflation a diminué et que la hausse des taux d'intérêt semble terminée, la situation financière des consommateurs ne va pas systématiquement s'améliorer du jour au lendemain. Surtout qu'en 2024, je m'attends quand même à ce que le marché du travail se dégrade, que le taux de chômage bondisse au-dessus de 6%. Et ça, évidemment, ça signifie que je m'attends à ce qu'il y ait des pertes d'emploi, des baisses de revenus pour un paquet de monde. Je pense qu'on est encore loin de l'étape où les consommateurs ont beaucoup d'épargne puis se mettent à moins chercher de bas prix puis penchent davantage vers les achats impulsifs. Je pense qu'on est encore très loin de là. Je suis de l'avis qu'en 2024, les finances personnelles de beaucoup de gens vont continuer de se dégrader. Donc, la contrepartie de ça, c'est que des magasins comme Dollarama vont bénéficier encore de belles ventes. Je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de clients qui vont être à la recherche de bas prix. Donc, comme je vous dis, des entreprises comme Dollarama vont bénéficier de cette conjoncture-là. Dans tous les cas, je ne comprends pas trop comment les analystes arrivent à prévoir un retour à la croissance économique. Comme je vous dis, moi, je pense qu'on n'est pas rendu là pantoute. Et à ce moment-là, Dollarama, ça me semble être un bon choix d'investissement par rapport à ce que je projette. Encore là, ça dépend toujours du prix des actions. C'est la base en investissement. C'est quoi le prix que tu payes pour acheter des parts de telle compagnie. Et aujourd'hui, le titre de Dollarama est rendu à 92$.
ce qui représente 28 fois le bénéfice par action. Et juste pour vous donner un comparatif, en avril 2022, Dollarama était à 75 $ et à ce moment-là, 75 $, ça représentait 34 fois le bénéfice par action. Donc, autrement dit, en avril 2022, même si le prix de l'action était plus bas, les actions coûtaient plus cher du point de vue du prix de l'action versus les bénéfices qu'elle générait. Donc, considérant tout ça, de mon bord, je compte acheter du Dollarama à condition que le prix descende autour de 85 $ par action. Et dans ce cas-là, ça serait mon premier achat de ce titre-là. Donc, ça serait une nouvelle position pour mon portefeuille d'actions à long terme. Et comme je vous dis, Dollarama, c'est coté sur le TSX, la bourse de Toronto. Donc, c'est en dollars canadiens. Et ça me donnerait un peu une exposure à ce titre défensif-là. À noter que j'ai déjà du couche-tard, mais quand même, ça reste des entreprises qui sont quand même très distinctes. Donc, je compte surveiller Dollarama et si le prix de l'action descend au prix auquel je suis prêt à payer, je vais être acheteur. Et là, avant de terminer l'épisode, je vous rappelle que le code promo pour le 25% de rabais sur mes formations et sur pour l'abonnement à mon infolette, ça se termine jeudi le 21 décembre. Donc, c'est jeudi cette semaine. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, il vous reste à peu près 2-3 jours pour le faire. Et le code promo, c'est Friday25, tout collé. Je vais laisser le code promo de toute façon dans la description de l'épisode. Et juste vous laisser savoir aussi que c'est le dernier épisode de cette année, dernier épisode de 2023, parce que la semaine prochaine, j'enregistrerai pas de podcast. Donc, je profite de cette occasion-là pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Profitez-en avec votre famille. Et si vous voulez me faire un beau cadeau de Noël, laissez un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Et on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode de Finance 360.